Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Fawzia Riche, bonjour. Bonjour. Échevine de l'instruction publique à la ville de Bruxelles, membre du Parti Socialiste. On est en pleine période d'inscription pour le secondaire. Comment ça se passe depuis hier pour la ville de Bruxelles ? Alors ça se passe calmement, donc les parents rentrent progressivement leur formulaire unique d'inscription et attendent bien évidemment d'avoir des nouvelles quant à l'inscription de leur enfant. Donc on a 3 semaines pour le faire. Ça servait à rien de se précipiter le premier jour, mais il y a quand même eu des écoles où il y a eu un peu de fil ou pas? Non, globalement ça s'est fait de manière très calme, contrairement aux autres années. Donc de toute évidence, les parents ont compris qu'il était inutile de se précipiter le premier jour et que venir durant cette période qu'il leur est laissée, donc cette période de 3 semaines, c'est tout aussi bon. Et donc de toute évidence, ça se passe dans le calme. Donc même si on sait que l'attente peut générer un peu de stress et d'angoisse. Alors on sait qu'on a une pression démographique sur le nord de Bruxelles. Est-ce qu'il y aura sur le territoire de la ville des parents ou des enfants plus précisément qui vont se retrouver dans 3 semaines avec des refus d'inscription? Est-ce qu'on aura un gros problème sur Bruxelles-Ville ou pas? Alors c'est toujours difficile à dire évidemment à cette étape-ci. Ce que je peux vous dire, c'est que l'année passée, nous avions effectivement donc des enfants qui avaient choisi une école de la ville de Bruxelles en premier choix, donc, et en particulier au nord de Bruxelles, et qui n'ont pas pu être inscrits, en effet. Donc ça risque de se reproduire cette année? Ça risque de se reproduire cette année, et quand on voit les chiffres qui sont annoncés donc, par l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, on sait que c'est un phénomène qui va évidemment aller en s'amplifiant, et c'est la raison pour laquelle la ville de Bruxelles a mis en place un plan d'investissement important au niveau des infrastructures scolaires et du secondaire dans le nord de Bruxelles. Alors on va y revenir dans un instant sur ce plan. Je voudrais quand même encore vous entendre sur ce fameux décret inscription. Donc c'est la fin de l'adossement cette année, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de passerelle favorisée entre une école fondamentale et une école secondaire. C'est une bonne chose ou pas pour vous? Alors, en ce qui concerne les écoles de la ville de Bruxelles, nous avions donc toutes nos écoles primaires qui étaient adossées à toutes nos écoles secondaires, ce qui est logique puisque quand les parents font le choix d'un enseignement officiel, voilà, quand on celui de la ville de Bruxelles, dans le réseau, on était voilà, prioritaire. Je trouve que c'est évidemment logique et qu'il aurait fallu maintenir ceci pour éviter qu'en cours de route, les parents ne doivent de nouveau réfléchir à un projet éducatif, analyser les projets éducatifs pour faire un choix éclairé. L'objectif du décret inscription, c'était d'introduire plus de mixité à l'école. Alors il est très décrié, d'abord parce que l'indice composite, qui est l'indice avec lequel on calcule le degré de priorité d'un élève, il est difficilement compréhensible pour beaucoup de parents. Et d'autre part, sur la mixité, beaucoup disent oui, non, finalement, ça n'a pas réellement amélioré les choses. Ce qu'on appelle les écoles ghetto restent des écoles ghetto. Quelle est votre opinion et votre vue sur les deux phénomènes? D'abord, l'indice composite, est-ce qu'il est lisible ou pas? Et est-ce qu'on atteint l'objectif de mixité? Alors, l'indice composite est lisible à condition d'avoir les explications, évidemment, qui vont avec. Donc, c'est assez compliqué pour le citoyen lambda d'y comprendre quelque chose. Maintenant, je voudrais peut-être revenir sur les objectifs donc, qui étaient assignés à ce décret au départ, donc la toute première mouture. C'était d'abord d'assurer une transparence totale, puisqu'on sait qu'il y avait beaucoup d'arbitraire dans les inscriptions. Donc ça, c'était la version ARENA du décret. Ouais. Voilà, avec une possibilité de contrôle démocratique, bien évidemment, si on a le sentiment d'avoir été lésé. Et puis, bien sûr, aussi un deuxième élément important, c'était de viser plus de mixité, puisqu'on sait que les systèmes scolaires dans lesquels on a une véritable mixité sont plus performants que les systèmes où il n'y a pas de mixité. Alors maintenant, ce décret a été revu et donc effectivement, on a rajouté toute une série d'éléments entrant en ligne de compte dans le calcul de l'indice composite et notamment le critère géographique, donc la proximité du domicile et de l'école secondaire, la proximité de l'école primaire et de l'école secondaire. Et ça, je pense que ça va totalement à l'encontre de la mixité puisque nous savons qu'à Bruxelles, nous avons
des quartiers où on trouve une surreprésentation d'une population socio-économiquement favorisée dans certains et défavorisée dans l'autre. Et donc, maintenir les gens dans leur quartier risque effectivement de nous voir avec des écoles ghetto riches et ghetto pauvres. Oui. Ça veut dire qu'il faut revoir le décret. Évidemment. Donc moi je pense que, je n'ai pas manqué de le dire durant toutes ces années, que le critère géographique va à l'inverse de la volonté de mixité dans une ville comme Bruxelles. Donc je ne dis pas que ça ne marche pas dans d'autres petites villes, mais je pense que pour les grandes métropoles, c'est un vrai problème. Et donc il faudrait revoir ce décret pendant la prochaine législature, si on vous demandait votre avis? Ce critère-là. Ouais. Alors, on va parler de ce fameux plan qui va permettre d'avoir plus de places dans les écoles à Bruxelles. 100 millions d'euros, 4700 places prévues, elles sont près de quand? Alors, donc c'est un plan qui s'inscrit sur 2012-2020. Alors, il y a évidemment déjà des places qui sont ouvertes et l'école, la partie la plus importante, c'est l'Athénée Marguerite Yourcenar qui a ouvert ses portes en septembre 2012. C'est ce qu'on appelle aussi l'école de la Batellerie. Voilà, c'est l'ancien bâtiment de l'école de la Batellerie. Et qui à terme accueillera 650 élèves. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, il y a déjà des premières et des deuxièmes et progressivement, donc, nous ouvrirons année par année jusqu'à ce que l'école soit complète avec une capacité de 650 places. Il y a d'autres projets qui sont donc déjà bien entamés et notamment l'école qui devra être construite sur le site horticulteur, donc à Laken, puisque, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, en ce qui concerne la ville de Bruxelles, c'est essentiellement le nord qui souffre d'un manque de place. Donc il y a un projet à Laken, 3 projets à Nederweverenbeek et un projet dans le Pentagone, mais qui sera pour une école néerlandophone. Oui, exactement. Donc au total, ça fera combien? 4700 places? Alors ça fait 4700 places de créer entre 2012 et 2020. Avec des projets qui sont déjà vraiment très avancés. On connaît déjà les terrains, par exemple les 3 écoles à Nederweverenbeek, on sait déjà où ce sera. Hein? Oui, exactement. Donc il y en aura une au Chemin Vert, il y en aura une avenue des Croix de Feu et une rue des Horticulteurs, comme je le disais tout à l'heure. Toutes ces écoles, ce sont des écoles en dur ou ce seront des préfabriqués et vous profitez du programme lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles? Oui, alors il y a parmi les écoles que je viens de citer, les 3 écoles que je viens de citer, il y en aura 2 en dur. Donc la rue des Horticulteurs, c'est un projet mixte avec de la création de logements et une école donc fondamentale en dur. L'avenue des Croix de Feu, c'est une école en dur aussi. Mais par contre, celle du Chemin Vert, c'est effectivement un projet que nous avons rentré dans le cadre de l'appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, ce seront des pavillons fixes, mais qui sont de très bonne qualité. Et ça, c'est pour quelle année alors? Écoutez, on vient de rentrer le dossier maintenant. Donc, on espère bien évidemment que d'abord, le projet sera retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qu'ensuite, les procédures administratives pour aboutir donc, au dépôt donc, de ces pavillons seront raccourcies, mais on peut espérer bien sûr que pour 2017 au plus tard, ce soit donc pas pour terminé. La rentrée prochaine, mais pour d'ici 2-3 ans. Donc tout dépendra évidemment de la vitesse à laquelle la Fédération travaillera. Ouais. Est-ce qu'avec ces 4700 places, vous estimez que vous répondez à la pression démographique sur Bruxelles? Alors, en ce qui concerne le pouvoir organisateur ville de Bruxelles, je pense qu'on a fait énormément puisqu'on va couvrir avec ces 4700 places 90% des besoins issus de l'essor démographique. Les 10% restants, on compte évidemment sur la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a un pouvoir organisateur et puis le libre. Donc c'est aux autres également. Réseaux de faire l'effort. Je pense que 90% par les pouvoirs publics bruxellois, c'est 90% de couverture, c'est quand même pas mal. Alors il faut savoir que d'après l'IPSA, l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, c'est 5200 places qui sont nécessaires. Nous avons demandé à notre service d'état civil de faire des projections en fonction de l'augmentation démographique ces dernières années. Et là, on est à une situation qui est encore plus importante puisque c'est 5700 places qui devraient être créées dans l'enseignement obligatoire. Il manque une centaine de places et vous comptez sur les autres réseaux pour les installer ou pour les créer.
C'est un gros pouvoir organisateur, la ville de Bruxelles, une centaine d'écoles, ça, au total? Oui, donc c'est une centaine d'écoles qui vont donc de l'enseignement maternel jusqu'à l'enseignement supérieur de type long, en passant bien évidemment par la promotion sociale. Ouais, plus de 22 000 élèves dans l'enseignement obligatoire, c'est ça? Exactement, 22 000 élèves dans l'enseignement obligatoire et 35 000 élèves au total. Ouais. Est-ce que vous estimez que la Fédération Wallonie-Bruxelles a bien fait son boulot ou est-ce qu'elle est à chaque fois débordée par les prévisions? Je pense qu'elle se laisse déborder par les prévisions. Ce qui est un peu étonnant parce qu'en fait, ça fait déjà quelques années que nous savons que nous allons être confrontés à un boom démographique en région bruxelloise. Et je pense qu'on a manqué d'anticipation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la région bruxelloise est venue à la rescousse et a donné des moyens pour la création de places supplémentaires. Alors moi, je suis convaincue qu'évidemment, si on anticipe suffisamment vite, cet essor démographique, c'est une opportunité pour créer de l'emploi, une opportunité pour créer de l'activité. 200 enseignants dans les places que vous allez créer. 200 enseignants, ouais. Des auxiliaires d'éducation. On arrive à en trouver des enseignants ou ça reste toujours compliqué? Alors, on a mis en place un plan pour recruter donc des enseignants qui marchent plutôt bien. Ouais. Donc, on a la grande chance aussi à la ville de Bruxelles d'avoir une école qui forme donc des instituteurs, institutrices et des professeurs. Et nous avons vu, suite à une campagne de promotion qui a été faite, on a vu augmenter de manière sensible. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent l'enseignement est de moins en moins bonne qualité? C'est vrai à Bruxelles ailleurs, mais c'est vrai notamment à Bruxelles. Et c'est pas le tout de créer des classes. Il faudrait aussi s'interroger sur le contenu des programmes et le contenu la qualité des formations qu'on offre aux élèves. Alors, je partage en partie cette réflexion. Je pense que l'enseignement de la ville de Bruxelles n'a absolument pas perdu en qualité, mais par contre, je pense que nous avons le devoir, et nous le faisons, d'adapter notre offre d'enseignement à l'évolution de la société. Donc, il y a des options qui sont proposées aujourd'hui et qui n'ont plus de sens. Et il y a exemple? Je parle toujours des travaux de bureau. Donc les travaux de bureau où on forme en secondaire donc des secrétaires. Réorienter. Et aujourd'hui, franchement, c'est une option qui n'a plus tellement de sens. Mais par contre, il y a peut-être d'autres options qui devraient être développées. Et sur lesquelles on devrait investir. Voilà. J'ai une question Twitter pour vous, Catherine Alain. Qui vous demande ce qui se passe avec les ASBL qui donnent cours de massage dans plusieurs écoles alors que les spécialistes de pédagogie trouvent que ce n'est pas utile. C'est un dossier que vous connaissez d'abord. Nous n'avons pas d'ASBL qui donne des cours de massage à la ville de Bruxelles, ça je vous le garantis. Je pense qu'il faut évidemment rechercher le bien-être des enfants dans les établissements scolaires, c'est important, et ça joue évidemment sur leur performance scolaire, mais pas par le biais de massage. Je pense que nous avons des cours d'éducation physique, nous avons tout un plan d'éducation à la santé, puisqu'on sait que l'alimentation a également des effets sur la scolarité des enfants. Dans les écoles, c'est une bonne idée? Ça pourrait être une très très bonne idée, mais gratuit, ça n'est jamais gratuit pour tout le monde. Donc il faut quand même que quelqu'un paye. Vous êtes candidate aux prochaines élections, Fazia Rich? Non, je ne suis pas candidate aux prochaines élections. Vous n'avez pas rentré d'acte de candidature? Non, je n'ai pas rentré d'acte de candidature. Pourquoi? Et pour tout vous dire, j'ai des compétences à la ville de Bruxelles que j'adore, qui me prennent énormément de temps. Et je pense que pour bien continuer à suivre les dossiers, il vaut mieux que je m'y consacre. Est-ce que Joël Milquet a raison de dire que c'est stupide de vouloir empêcher le cumul entre une fonction exécutive locale et un mandat de député régional ou pas? Je pense qu'en politique, d'abord, il faut toujours un équilibre délicat entre le nombre de personnes qui pourraient cumuler. Mais donc vous n'avez pas envie de cumuler. Est-ce que ceux qui cumulent ont raison de le faire, ou est-ce que ce sont des surhommes, ou est-ce qu'ils sont au-dessus de leurs compétences et de leurs capacités? Je pense qu'il y en a qui le font très bien, et c'est important évidemment d'avoir des gens qui représentent les intérêts de certaines collectivités locales dans des structures supra-locales. Donc Yvan Mayer, Philippe Claus, Karine Lalieu, pour prendre l'exemple de la ville de Bruxelles, ils doivent continuer à accumuler? Pour tout vous dire, je pense que ce sont des gens qui ont amené énormément à la ville de Bruxelles grâce au fait qu'ils étaient les uns au fédéral et les autres à la région. Mais je suis quand même un peu surprise par la déclaration de Mme Milquet, puisque en fait, ceci figure dans la déclaration de politique régionale pour cette législature-ci, et elle était présidente de parti quand ça a été voté, et le CDH, à ce que je sache, est dans la majorité. Donc je suis un peu étonnée qu'après l'avoir inscrit dans la déclaration de politique régionale, aujourd'hui, elle s'offusque de ce qu'on réalise quelque chose qu'on a convenu ensemble. Fazia Rich, merci. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer.